Alerte masterclass, Daniil Medvedev passe ses nerfs sur Carlos Alcaraz tout en se permettant de chambrer le public britannique. Un petit point également sur la performance de Roger Federer. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi c'est un petit peu inquiétant? On va répondre à cette question dans la suite de la vidéo. On va revenir aussi sur le match de Murray légendaire hier soir, sur la perf abominable de Gaël Monfils. C'est un petit peu moins glop. C'est le programme de votre nouveau digest de Wimbledon. Installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise, une petite cup of tea en backup et puis on attaque tout de suite avec le côté réseau. Et on attaque ce côté réseau avec la performance majuscule d'Andy Murray hier soir. C'était absolument superbe de commenter ce match avec vous sur Twitch. On a eu une petite image sympathique de Hauteux qui fume le gazon, regardez-le, le petit taquin, le joueur allemand qui s'est bien battu, qui s'est bien débattu. On a eu un match vraiment très sympa, un allemand qui s'est dépouillé dans tous les sens, mais Andy Murray, insubmersible, increvable, double, triple opération à la hanche en métal, en titane, en téflon désormais, mais il est encore là, grinta, le grit and grind. On l'a vu dans le 5e set, il s'est vraiment dépouillé, il s'est appuyé sur le public. D'ailleurs, il a dit après en conférence de presse qu'il espérait que les gens n'étaient pas trop choqués de le voir leur hurler dessus comme ça pour essayer de se motiver, se galvaniser. C'est un grand champion, Andy Murray. Alors certes, simplement, entre guillemets, un 3 grands chelems dans sa carrière, mais quand vous voyez les performances des 3 autres monstres, c'était difficile de se faire une place. Il a été numéro 1 en 2016, il a remporté aussi 14 Master 1000, il y a aussi les 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques, et surtout, ce qui est incroyable, je trouve, c'est qu'on a un joueur qui est en fin de carrière, qui devrait tout simplement arrêter, il a tout gagné, il a pas besoin de continuer à se dépouiller comme ça, mais il continue pour l'amour du jeu, parce que c'est sa vie, tout simplement, c'est de jouer au tennis, et quand je compare l'attitude, par exemple, d'un Andy Murray avec celle d'un Corentin Moutet ou d'un Benoît Paire, ils font pas le même sport en fait, tout simplement. Il y a des branleurs qui sont là pour prendre leur pognon, et puis d'autres qui sont habités, qui sont vraiment des champions extraordinaires du jeu, qui ont une volonté insubmersible. Donc chapeau Andy Murray, petite émotion quand même hier soir, après sa victoire contre Hauteux en 5 manches. Un mot rapide sur la performance également de Gaël Monfils, qui a été abominable dans les 2 premières manches. Alors là vous voyez la double chute, c'est assez rare pour les 2 joueurs qui rigolent d'ailleurs, qui se disent mais putain, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Pourquoi on joue sur ce gazon qui est complètement glissant? C'est Holiday on Ice, cette surface là désormais. Est-ce qu'il faudrait pas des espèces de patins en fait, des patins à glace pour jouer au tennis plutôt que des chaussures qui sont apparemment non plus pas trop adaptées à la situation? Donc voilà, Gaël Monfils éteint, pas d'énergie. Alors certes, il y avait le premier tour contre Connell qui a duré 3 jours, mais là on l'a vu, m'a complètement pas investi dans sa rencontre. Ça a envoyé des cartouches dans tous les sens, des merguez, des chipolatas. Il s'est simplement réveillé à partir de la 3e manche, un tout petit peu par séquence, mais ça suffit pas. Pour Gaël, il y a un double discours. En début d'année, Günter Bresnik disait on est toujours là pour gagner un grand chelem. On se retrouve au milieu d'année et puis on n'a aucun élément tangible qui nous permette de nous dire que Gaël Monfils pourra toujours lutter pour remporter des grands titres. Et ça, je trouve aussi que c'est un problème. Et on enchaîne avec la 3e image de ce côté réseau, Daniil Medvedev qui s'est encore fait des copains. C'est quelqu'un qui se fait des copains très facilement. Alors, rappelez-vous, à New York, désormais à Londres, il s'est fait une petite team d'amis comme ça, une dizaine de milliers de personnes à les chambrer tout simplement. Alors ça, c'est à la fin de la première manche. On a Carlos Alcaraz qui est soutenu par le public britannique, qui aime bien son attitude, sa grinta, son envie de se battre comme ça. Il a réussi à débriquer d'ailleurs dans le premier set et à pousser Daniil dans ses retranchements. On va analyser le match en détail d'ici quelques instants. Mais voilà, encore un Daniil qui est là, qui a l'air de dire mais pourquoi en fait vous me supportez pas? C'est moi le boss en fait ici, c'est moi qui vais remporter le match en 3-7 sec. Pourquoi vous êtes en train de supporter le gamin en face qui envoie des cachous dans tous les sens mais qui a eu aucune chance contre moi? Ça en fait, ce que j'aime bien avec Daniil, c'est qu'il en a rien à carrer en fait du regard extérieur, et c'est ça en fait qui le rend attachant, c'est ça qui le rend précieux, c'est qu'il est pas dans le calcul, il est pas en train de se dire est-ce que mon attitude va plaire au public ou pas, il est pas en train de raisonner dans ces termes, il est lui-même tout simplement, et ça fait tellement du bien d'avoir un joueur comme ça, surtout au top niveau. C'est un top 2, peut-être numéro 1 mondial bientôt, donc il nous fait zizir, et on va analyser donc en détail ce qui s'est passé lors de son match face à Alcaraz. On enchaîne, si vous le voulez bien, avec le coin tactique et Daniil, mon beau Daniil. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce match entre lui-même et Carlos Alcaraz? Est-il un danger potentiel pour Novak Djokovic pour essayer de contrecarrer les plans du Serbe qui se rapproche des 20 grands chelems de Fedal, tout simplement? Alors Daniil, il y a toujours plein de points tactiques très intéressants à suivre avec ce joueur. C'est un joueur fascinant à observer, c'est un kiff absolu pour moi, je vous le dis tout de suite. Et donc on va commencer avec la première palette. And the first palette, parce que je sais que les gens adorent quand je parle en anglais, ils me le disent d'ailleurs dans les commentaires. La première palette, c'est Daniil Medvedev qui redirige les balles avec son revers. Alors ça, c'est très performant sur gazon, c'est-à-dire un revers à plat et une capacité à changer de direction très facilement. Ici on voit donc Carlos Alcaraz qui a fait un coup donc dans cette zone, puisqu'on a Daniil ici en train de renvoyer la balle. Daniil qui est un petit peu pris, mais juste avec sa débrouillardise
débrouillardise, c'est quelqu'un qui est très fort dans le système D et qui ici va trouver un superbe angle et qui va être intouchable pour Alcaraz. Donc ça c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup chez Medvedev, qui va fonctionner à merveille sur cette surface. Ça lui a déjà permis de remporter le tournoi de Majorque. C'est ce revers très à plat, il y a vraiment 50 cm avec le câble, et donc ça fait que quand tu veux aller faire la course ici pour Alcaraz et la ramener en sachant qu'après le rebond elle va rebondir juste de quelques centimètres et ensuite ça va fuser, et bien c'est une arme massive, une arme de destruction massive pour le Daniil. Un deuxième point très intéressant, deuxième palette, la couverture de terrain de Daniil Medvedev tentaculaire, c'est un poulpe. Ce joueur, c'est une araignée, il se déploie comme ça avec ses longues pattes. Donc on a un Medvedev ici qui va faire une course absolument léthargique. Pas du tout bon. Bon, évidemment c'est tout sauf léthargique, c'est une superbe course avec donc cette capacité à couvrir le terrain d'une manière remarquable. On le sait, sur gazon, c'est pas possible de pouvoir glisser, sauf le mec juste à côté de moi, regardez, Novak Djokovic. D'ailleurs, Medvedev en parlait en conférence de presse, il disait comment c'est possible que le Serbe arrive à glisser comme ça sur gazon. Peut-être que Medvedev va commencer à tenter ce genre de glissade. En tout cas ici, il sera sur la balle. Il va renvoyer d'ailleurs un superbe lob, parce que c'est pas le tout en fait de couvrir du terrain. Il faut aussi avoir la lucidité tactique, technique pour pouvoir faire le bon geste au bon moment qui va déranger ton adversaire. Et ça, c'est vraiment l'un des atouts majeurs chez Medvedev, c'est d'avoir cette extra lucidité même dans des positions extrêmement complexes. Et d'ailleurs, on va voir ça dans la prochaine palette. La troisième palette pour notre cher Daniil, ce sont les frappes hors de position. Alors ça, c'est un schéma qui est très intéressant au niveau tactique, c'est d'être capable d'envoyer des missiles, des coups définitifs quand vous êtes complètement hors de position. C'est ce qui peut faire la différence dans un match. On sait que les matchs à ce niveau-là, alors pas toujours, mais d'une manière générale, ça se joue à 2-3 points essentiels, et ça te fait un mal de tête absolument terrible quand tu as la balle ici. On voit Daniil qui est complètement déporté sur sa droite dans l'échange, qui va réussir un coup, une massue en plus avec le filet qui est le plus haut ici. Il va la caler là, pour Alcaraz, impossible de couvrir la distance pour pouvoir la renvoyer. Donc Daniil, il a cette capacité, ce talent, que ce soit en revers ou en coup droit, de décocher comme ça des frappes complètement en bout de course. Rappelez-vous d'ailleurs le passing contre Tsitsipas en demi-finale à l'Open d'Australie, c'était un petit peu pareil, une course absolument mémorable comme ça sur la gauche, et derrière un passing de revers qui avait mis la tête sous l'eau définitivement du rec. C'est le talent absolu de Daniil, c'est de tenter ces choses-là aussi. En fait, il faut y penser, c'est ça le truc. Il y a la réalisation, mais il y a aussi y penser. Là, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui mettraient, je sais pas, un petit slice mi-court ici, en sachant forcément que tu vas te faire punir en 2 temps derrière. Alcaraz, il va pouvoir avoir tout l'espace libre disponible pour te terminer en 2 temps. Donc c'est vraiment ça, le mix entre la présence d'esprit et aussi l'exécution qui fait de Daniil Medvedev l'un des joueurs les plus dangereux du circuit, aussi sur gazon. Alors est-ce qu'il pourra déranger Novak Djokovic? On va en parler sur la prochaine palette. Dernière palette sur ce match avant de passer sur la rencontre entre Roger Federer et Richard Gasquet, le GOAT, le vrai GOAT, pas les 3 guignols, le vrai GOAT Richard Gasquet. Donc on a ici une séquence qui m'interpelle un petit peu. On a Alcaraz à la fin du premier set qui a compris qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas très bien sur le retour de service de Daniil. Donc ici, comme d'habitude, on a un Daniil à 3-4 mètres de la ligne de fond pour retourner, pour avoir du temps, ce qu'il a réussi à faire d'ailleurs très bien quand il arrive à toucher la balle, de pouvoir trouver une zone extrêmement longue qui concasse tout simplement Alcaraz. Mais Alcaraz, le petit malin, l'espagnol, là, il a trouvé une petite parade, c'est le service court slicé pour vraiment aller chercher l'angle ici, ce qui a fait que Daniil, une fois que t'es là, là c'est très difficile de faire un coup définitif, même si on a dit dans la palette précédente qu'il était capable de le faire à l'échange. Il a raté des retours de service assez faciles, et pour Alcaraz c'était assez simple de déployer un one-two punch et de pouvoir tout simplement sanctionner Daniil sur le côté droit. Ça, des mecs comme Novak, des mecs aussi, je sais pas, comme Zverev, comme, enfin bref, le top niveau, ils vont le voir, clairement, ils vont l'exploiter. Donc il reste encore des petites failles ici ou là pour Daniil, mais clairement aujourd'hui ça a été une masterclass, très impressionnant, et pour moi il remonte un petit peu dans le classement des outsiders, je le place quasiment au niveau de Berrettini désormais. Et on enchaîne, si vous le voulez bien, avec Roger Federer. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement sur ce match? C'était un petit peu Jekyll and Mr Hyde. On a vu déjà plusieurs fois cette année un joueur qui est incapable de maintenir un niveau, on va dire, entre la 20e et la 30e place actuellement. Je pense que c'est son niveau standard quand il arrive à bien jouer, notamment dans le deuxième set, peut-être même des pics sur le top 10, et puis parfois des chutes totales de niveau. On sait même pas s'il joue top 100, top 150. On se rappelle de son match contre Félix Auger-Aliassime à Halle, aussi par séquence contre Manarino, encore une fois en début de soirée là contre Richard Gasquet. Donc on va voir une petite séquence intéressante dans cette première palette à côté de moi. Et ce sont tout simplement les micro-ajustements qui sont essentiels sur cette surface. C'est diabolique, il faut être extrêmement précis sur son jeu de jambes, il faut être très bas aussi, très campé
gagner sur ses appuis parce que c'est une surface qui a un rebond très bas, donc il faut être capable de fléchir énormément, donc c'est une surface qui est exigeante en fait, hein, le gazon, peut-être limite un petit peu plus que la terre battue, même si la terre battue, il y a une dimension physique qui n'est pas forcément très présente sur gazon. Donc on a vu un Federer qui a hésité par instant sur le positionnement, qui a fait beaucoup de bois et qui a été assez brouillon, et ça peut être assez dramatique par rapport à la suite de la compétition. Un autre point qui me fait dire aussi qu'il n'est pas exactement satisfait de son niveau de jeu, c'est la façon dont il a évacué la question au micro de la journaliste après son match, qui lui a demandé est-ce que tu es satisfait de ton niveau de jeu, est-ce que tu penses qu'il y a une marge de progression par rapport à ce que tu fais maintenant, et lui il dit juste, enfin il renvoie la personne au vestiaire, il lui dit bah ouais je suis content d'être passé au 3e tour, c'est l'essentiel, c'est enfin si tu es sorti en jouant bien au premier tour, bah t'as pas une chance de t'améliorer. Donc je pense qu'il est conscient qu'il reste des failles béantes dans son jeu, on le voit hein, sur sa chaise, il est assez pensif, on voit aussi son clan qui est debout, qui est très solennel pour essayer de le pousser, de le galvaniser, donc on sent un joueur qui est en recherche encore de sensations. Ce sera Norrie au prochain tour, donc là il n'y aura pas moyen de se cacher, hein, parce que Norrie c'est l'un des joueurs en forme de ce début d'année. Donc Roger, inquiétant un petit peu, rassurant également, hein, dans le 2e set, on va voir ce qui s'est passé ici hein, sur cette séquence, donc un coup droit massif ici qui va faire la décision, Federer qui a commencé à se lâcher hein, quand il a dominé, donc il remporte le tie-break en survolant le tie-break, mais dans le premier set c'est plutôt Richard Gasquet qui est légèrement au-dessus. Ensuite on a une balle de break pour Gasquet au début de la 2e manche, elle est sauvée par Federer, et ensuite il déroule son câble, j'allais dire, non évidemment, hein, son jeu tout simplement. Roger, je trouve que c'est l'un des joueurs les plus efficaces, les plus forts quand il mène au score, il a tendance à se relâcher, et un Roger qui est relâché, c'est un Roger qui est redoutable, hein. C'est comme ça qu'il a construit la majorité de son palmarès, c'est en jouant relâché, c'est en explosant ses adversaires, en étant largement au-dessus d'eux, parce que quand il est en lévitation, il est intouchable Roger. Mais le grand défi pour Roger sur ce tournoi de Wimbledon 2021, c'est de se mettre dans cette situation, et pour se mettre dans cette situation, tu dois compter sur un niveau de jeu moyen très élevé, et il a du mal à maintenir quand même une certaine intensité, hein, je trouve, dans son jeu. Donc il y a des fulgurances, on a toujours le bras, la main qui est magnifique, c'est Roger Federer, hein, c'est pas Richard Gasquet, non, Richard Gasquet la balle perdue là, non je sais pas, un laborieux du circuit, vous m'avez compris. Donc il y a le service, il y a la main, mais les ajustements, mais le jeu de jambes, mais les bois dans tous les sens, et particulièrement au début de match, hein, quand il n'est pas encore rentré dans sa rencontre, on se souvient, ça nous rappelle un petit peu le match hein, qu'il avait disputé contre Evans à Doha. Après, la grande question avec Roger, c'est est-ce que c'est pas déjà extraordinaire le niveau qu'il arrive à obtenir en n'ayant pas beaucoup joué hein, cette dernière année et demie, en revenant de multiples opérations à bientôt 40 ans? Si, évidemment. Une autre question, c'est est-ce que c'est un niveau suffisant pour pouvoir remporter Wimbledon? Pour l'instant, à mon sens, la réponse c'est non. Et on enchaîne avec la reco du jour, le match à ne manquer sous aucun prétexte demain à Wimbledon, et on a évidemment le match en 3e rotation sur le Center Court entre Denis Shapovalov et Andy Murray. Je pense qu'il sera commenté en direct hein, sur Twitch à l'évidence. Il y a aussi un petit match sympa je pense entre Evans et Korda à regarder, évidemment le Djokovic-Kudla, mais bon Djokovic devrait marcher sur Kudla, donc c'est à peu près hein, mes recommandations de la journée. Fonini-Rublev ça peut être sympa aussi hein. À midi, ça peut être une petite dingue. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce digest. N'hésitez pas à me faire part de réflexions sur éventuellement améliorer la formule. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas également à mettre un pouce pour booster l'algorithme et essayer de pérenniser ce projet. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau digest. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des fraises.